Je ne sais pas si vous avez déjà passé des vacances à Marrakech ce matin dans les choix de France Info. On va aller regarder derrière les façades de la capitale touristique du Maroc. J'accueille Ali Amar, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste avec Jean-Pierre Tucois. Vous publiez Paris, Marrakech, luxe, pouvoir et réseau. Une longue enquête aux éditions Calman Levy. Pour beaucoup d'entre nous, Marrakech, c'est une carte postale. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image quand on regarde la carte postale, Ali Amar? La carte postale existe toujours, hein, mais au-delà de l'image exotique de cet Orient qui a à 2 heures de vol de Paris, il y a un Marrakech qui est extrêmement méconnu, qui est un Marrakech euh, chic et toc aujourd'hui et qui Chic et toc. oui, tout Pourquoi? à fait, parce que Marrakech était une destination touristique, évidemment, mais aujourd'hui, c'est aussi une destination des intellectuels, des industriels du CAC 40 et aussi des personnalités politiques françaises qui y vont pour d'autres raisons que pour y passer des vacances. Alors ça, c'est le fond de votre enquête, le fond de votre travail et de ce livre. Qui, précisément, fréquente Marrakech parmi ces personnalités et pour y faire quoi, Ali Bah, Amar? écoutez, si on doit faire la liste de toutes les personnalités françaises qui un jour ou l'autre ont été à Marrakech, je pense que le livre aurait on aurait eu besoin de 1000 pages pour décrire toutes les personnes qui y vont. Mais en gros, en fait, il y a évidemment toute la tribu France-Maroc, ce qu'on appelle la tribu France-Maroc, c'est-à-dire des gens d'influence euh, en France qui, à l'invitation des autorités marocaines, vont séjourner dans des hôtels de luxe, dans des riads. Vous savez, ces petits palais qui représentent aujourd'hui, qui symbolisent la nouvelle Marrakech et qui, au-delà des petits plaisirs qu'ils peuvent trouver là-bas, eh bien, ils sont en cheville avec le régime marocain pour des intérêts qui ne sont pas très reluisants. Quels intérêts? Que vont-ils chercher à Marrakech aujourd'hui? Bah, écoutez, il y a le livre en parle et c'est bon pour certains évidemment je ne généralise pas, mais il y a les plaisirs sexuels interdits, hein, ça on le sait, on en a entendu parler Ça, il dans y a la tout presse. un passage dans le livre là-dessus. Vous dites que Marrakech est vraiment devenue une capitale du tourisme sexuel et que la ville a même remplacé Bangkok. Oui, alors il y a une tradition populaire au Maroc qui a toujours dit de Marrakech que, enfin, c'est le Marrakech des éphèbes, c'est le Marrakech des voyageurs orientalistes. Ça, on le sait, mais c'est extrêmement ancien et c'est surtout de la littérature. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le tourisme sexuel comme on l'a connu et comme on le connaît en Asie du Sud-Est. Après le tsunami de 2005, on sait que Bangkok et l'Asie du Sud-Est, qui représentaient en fait ce tourisme sexuel, les personnes qui avaient l'habitude d'y aller se sont reportées sur Marrakech, qui est beaucoup plus proche de l'Europe, et en même temps, à Marrakech, il y a effectivement une permissivité qui est aujourd'hui extrêmement visible. Il y a eu des émissions de télévision, caméra cachée, et on le voit même dans la rue. Qu'est-ce qu'on voit dans la rue? Bah, écoutez, on voit on voit des jeunes enfants être proposés à des touristes sur la place, sur la fameuse place Jemaa el Fna. Et ça, on ne le voyait pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Écoutez, il y a 20 ans certainement pas, ça existait évidemment, mais pas avec une telle ampleur. Donc aujourd'hui, malgré la volonté affichée de l'État pour pouvoir afficher, mais en même temps, je pense que l'État ne peut pas non plus sévir, ne veut pas, je veux dire, sévir plus que ça, puisqu'il y a un objectif pour drainer plus de 10 millions de touristes par an. Et vous savez que le Maroc n'a pas beaucoup d'autres richesses que celle de ses paysages et de son hospitalité et de son soleil. Et avec ça, évidemment, il y a toute euh, toute une catégorie de personnes qui viennent effectivement pour ce tourisme-là, C'est malheureusement. un des visages de Marrakech. Vous en explorez d'autres dans votre livre, et notamment le paysage des affaires. Oui, alors, les Que se gens... passe-t-il là entre Paris et Marrakech? C'est cet axe que vous essayez de définir. Bah, C'est écoutez, quelles affaires? C'est quel type d'affaires? Marrakech symbolise aussi, cristallise quelque chose qui est très singulier dans le monde entre un ancien protectorat et une ancienne colonie vis-à-vis de son protectorat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un type de relation aussi particulier. Imaginons si on doit comparer par exemple avec l'Angleterre et ses anciennes colonies.
avec le Commonwealth, ou l'Espagne avec l'Amérique latine, ou même le Portugal, c'est un type de relation qui est absolument unique et fascinant et en même temps incroyable. Il y a une forme de consanguinité entre les élites et ces élites-là, quand elles traversent la Méditerranée et quand elles vont au Maroc, elles se considèrent dans un environnement d'une très grande impunité et elles peuvent, alors en contrepartie évidemment c'est une forme de corruption évidemment. Hein, Mais pourquoi? Donnez-nous des exemples qu'on puisse imaginer. Écoutez, je vous donne des exemples, il y en a de très nombreux. Si on prend par exemple des personnalités comme BHL qui a Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy qui a un riad à Marrakech, on le sait, depuis des années, et on sait que cet intellectuel médiatique est très actif sur les causes. Et récemment, on l'a vu en Libye ou en Syrie, et même pour le cas arménien aujourd'hui. Il est absolument silencieux sur les travers du régime marocain, et évidemment, cela a une relation directe avec ses relations particulières avec l'entourage royal. On le voit, il est invité à des grandes messes au festival de Marrakech, par exemple. Et comme lui, on a des industriels, on a des gens comme le patron de Vivendi, M. Fourtou, qui évidemment, Vivendi à Maroc Télécom contrôle une des plus grandes entreprises marocaines. Et à ce titre, ils obtiennent des intérêts particuliers au Maroc. Et les exemples sont foisons. On peut aussi parler... Vous connaissez aussi des politiques qui défendent la politique du royaume, la politique de Mohamed VI? Certains le font au grand jour. On l'a vu que ce soit à gauche ou à droite. Jacques Lang, par exemple, qui est invité régulièrement et qui est pour lui, Marrakech est un lieu de villégiature où il a ses habitudes. DSK et Anne Sinclair qui ont un immense et magnifique palais et DSK, il y a quelques années, on le sait moins, a été consultant dans la concession de la Lyonnaise des Eaux à Casablanca, un contrat qui est passé sans appel d'offres. Et là, on a un exemple assez édifiant qu'on décrit dans le livre, qui est extrêmement pas connu, ou très peu connu, qui est celui de M. Hubert Védrine, qui a évidemment des relations historiques, familiales. Jean Védrine était l'ami des indépendantistes, des nationalistes marocains, mais aujourd'hui, Hubert Védrine est un Sherpa, on va dire, hein. C'est quelqu'un qui défend officiellement les thèses marocaines et en contrepartie, on lui permet de faire des affaires à travers un cabinet conseil qui a son influence à Casablanca. Et M. Védrine est présenté officiellement par la presse marocaine et par l'agence de presse marocaine comme étant un ex-ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il est. Oui, ce qu'il est. Convaincu que le Maroc va dans le bon sens. Oui, mais quand il est convaincu, il peut être aussi, s'il est vraiment l'ami du Maroc, pouvoir tirer la sonnette d'alarme et ne pas être en cheville avec justement des ministres en exercice dans des affaires économiques et financières. D'un mot, Ali Amar, est-ce que la présence des islamistes qui ont remporté les dernières élections change quoi que ce soit aux relations franco-marocaines? Non, je ne crois pas. D'abord, il y a islamistes et islamistes, comme vous le savez. Les islamistes au Maroc, ceux qui sont arrivés au gouvernement et pas au pouvoir, ce sont des islamistes monarchistes qui n'ont absolument rien à voir avec les islamistes qui ont fait la révolution en Tunisie ou ceux qui essayent d'obtenir le pouvoir en Égypte. Donc l'axe Paris-Marrakech existe encore plus que jamais et c'est ce livre, Ali Amar, Jean-Pierre Tucois, édité chez Calman Lévy. Merci à vous. Je vous remercie.